Pendant 5 années consécutives, ils ont, accidentellement, oublié mon anniversaire. Pas d'appel, pas de gâteau. Rien. Mais cette fois, j'avais quand même apporté un gâteau. La boîte du gâteau était lourde dans mes mains, mais pas autant que ce vide qui pesait dans mon ventre. Je me tenais sur le seuil de la maison de ma sœur, mon souffle formant des nuages dans l'air froid, le cœur battant comme si je venais de courir un marathon. Gâteau au chocolat glacé, fait sur mesure avec mon nom écrit en lettres dorées. 32 bougies. Un anniversaire que je n'avais même plus envie de fêter, mais je l'avais apporté quand même, au cas où. Mes paumes étaient moites, c'était ridicule. Je savais ce qui allait se passer, je le savais depuis 5 ans. 5 ans sans un seul appel, pas un message, même pas un banal « Joyeux anniversaire » sur Facebook. Rien d'autre que le silence, un silence délibéré, étouffant. Et pourtant, chaque 9 décembre, comme une horloge, je vérifiais mon téléphone. Je me trouvais des excuses, peut-être qu'ils sont occupés, peut-être qu'ils ont encore oublié, peut-être l'année prochaine. Mais pas cette fois. Cette année, j'ai apporté le gâteau. Je me suis présenté. La porte s'est ouverte. Ma sœur était là, dans sa robe plus couleur crème, un verre de vin à la main, comme si elle venait de voir un fantôme. Ses yeux ont glissé sur le gâteau, puis sont revenus sur mon visage. Elle a cligné des yeux. Désolé, tu t'es trompé de maison. Puis elle a refermé la porte, juste comme ça. Aucune explication, aucune honte. Juste une porte fermée sur mon visage. Je suis resté là 1 seconde, 2. J'ai failli rire. Presque. Au lieu de ça, je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture, le cœur battant encore plus fort qu'avant. Je n'étais même pas encore sorti de sa rue que mon téléphone a vibré. C'était maman. Un message. Une phrase. Nous avons dit à son fiancé que tu n'existais pas. On ne pouvait pas lui laisser te voir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté les clés. J'ai répondu avec 2 mots, compris. Puis je me suis arrêté, j'ai ouvert le compte commun pour le mariage et je l'ai gelé. J'ai bloqué tous les transferts de fonds, j'ai signalé chaque transaction. Il voulait que je sois invisible ? Très bien. Alors il ne verrait pas venir ça non plus. Et pour être sûr, j'ai envoyé une lettre à son fiancé, accompagnée de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il ne voulait vraiment pas qu'il voie. Je m'appelle Caleb, j'ai 32 ans, je suis l'étrange de la famille, celui qu'on ne présente pas aux fêtes, pas parce que je suis dangereux, ni parce que j'ai fait quelque chose d'impardonnable, mais parce que je n'ai jamais joué le jeu. J'étais l'enfant qui refusait de faire semblant que les cris de papa étaient normaux, celui qui ne riait pas quand l'oncle Rick faisait des blagues sur les homosexuels, celui qui a refusé l'école de commerce malgré la bourse, parce que je ne voulais pas vendre mon âme à leur cabinet familial. Je suis devenu développeur indépendant à la place, j'ai bâti un business à 6 chiffres depuis mon ordinateur portable, discrètement, seul. Et ils ont détesté ça. Pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai réussi sans eux, parce que je n'avais pas besoin d'eux. Et, pire que tout, parce que j'ai arrêté de faire semblant qu'ils étaient de bonnes personnes. Ça a commencé avec les anniversaires. La première année, ils ont oublié. Oh, on croyait t'avoir envoyé un message. La deuxième année, tu n'avais pas dit que tu ne faisais rien. La troisième année, ce n'est qu'un jour, Caleb. Ne sois pas dramatique. À la 5e, j'ai arrêté d'attendre. Je ne consultais même plus les réseaux sociaux le jour de mon anniversaire. Je travaillais, mangeais des sushis bon marché, et j'attendais une tempête de remords qui ne venait jamais. Pendant ce temps, ma sœur Eva organisait un brunch entièrement traiteur pour son demi-anniversaire, avec des invitations personnalisées, une tour de champagne, même un quatuor à cordes. Quand j'ai demandé à maman si elle se souvenait quel jour on était, elle a cligné des yeux et dit « Oh chérie, c'était aujourd'hui ». Elle ne plaisantait pas. Ce qui m'a vraiment blessé, ce n'est pas l'oubli, c'est la coordination. La manière dont il tournait autour d'Eva comme si elle était le soleil. La façon dont il me coupait des photos, des nouvelles de famille, des projets de vacances. C'est plus simple comme ça, a dit un jour papa quand je lui ai demandé pourquoi je n'avais pas été invité au mariage d'un cousin. Plus simple. Ils étaient si bons à faire semblant que je n'existais pas qu'ils ont fini par le faire à plein temps. Eva s'est fiancée l'année dernière. Un gros diamant offert par un type de la finance nommé Lucas, un vrai charmeur, on aurait dit qu'il sortait tout droit d'une pub Rolex.
Je lui ai envoyé un message quand j'ai vu la publication, félicitations. Heureux pour toi. Elle n'a jamais répondu. Mais j'ai quand même aidé, discrètement. Parce que même quand il m'excluait, je continuais d'être le responsable, le compte bancaire invisible, le fantôme de la famille. Il n'avait aucune idée que 40% du budget du mariage venait de moi. J'avais mis ça en place des mois auparavant, quand maman avait laissé entendre qu'il manquait un peu d'argent pour les acomptes du lieu de réception. Je ne l'ai pas fait pour être remercié. Je l'ai fait parce que je connaissais leur fonctionnement. Ils voulaient des apparences brillantes. Ils voulaient donner l'image d'une famille parfaite. Et j'étais prêt à financer le mensonge si cela signifiait qu'ils cesseraient enfin de me faire culpabiliser pour être distant et froid. Mais quand elle a fermé cette porte, et que maman m'a envoyé ce texto, nous avons dit à son fiancé que tu n'existais pas, c'est là que quelque chose en moi a craqué. Comme un fil électrique sous tension. Ils m'ont effacé pour sauver les apparences. Ils ont réécrit l'histoire pour des étrangers. Ils m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit que je ne comptais pas. Mais maintenant, je compte. Je n'ai pas seulement gelé les fonds pour le mariage, je suis retourné sur le compte commun de planification auquel j'avais encore accès et j'ai commencé à dérouler le fil, email, transactions, chaque reçu prouvant que j'avais payé pour des choses sous le couvert de dons familiaux anonymes. Chaque prestataire était relié à ma carte bancaire. Même le fleuriste avait mes initiales inscrites dans le registre. Puis j'ai ouvert un deuxième dossier, des captures d'écran, des messages qu'Eva ne savait pas que j'avais, datant de l'été dernier, quand elle m'a envoyé un texto paniqué à minuit pour me demander de lui prêter 4000 $ parce qu'elle avait accidentellement ouvert une carte de crédit au nom de Lucas pour payer le loyer. Je l'ai payé à une seule condition, qu'elle finisse par lui dire. Elle a promis. Elle ne l'a jamais fait. Alors j'ai tout rassemblé dans un fichier PDF bien organisé, intitulé « Quelques petites choses que Lucas devrait savoir avant le mariage ». Ensuite, j'ai ajouté une photo, une prise lors du dernier Thanksgiving. Il m'avait dit de ne pas venir, sous prétexte que la famille voulait faire petit cette année. C'est drôle, une amie à moi qui sortait avec mon cousin m'a envoyé plus tard ce soir-là une photo de groupe, tout le monde était là, riant, buvant du vin, Eva assise sur les genoux de Lucas, les bras de maman autour d'eux. Et dans un coin de la photo, collée au frigo, une impression d'une vieille photo Instagram à moi avec les mots « Ne pas mentionner » griffonnés dessus au marqueur noir. Alors oui, j'ai envoyé le fichier à Lucas. J'ai suivi la livraison et j'ai attendu. Il m'a appelé à 2h du matin. Ses premiers mots furent « Dis-moi tout ». Je n'ai pas reconnu le numéro, ce genre d'appel qui s'affiche en pleine nuit et qui te fait sursauter, empli de pressentiments. J'étais allongé dans mon lit, l'ordinateur encore chaud sur mes jambes, à moitié en train de faire défiler, à moitié en train d'espérer pouvoir dormir à travers mon anniversaire sans humiliation supplémentaire. J'ai décroché. C'est Lucas, a dit la voix, calme, trop calme, comme quelqu'un debout au milieu des ruines de quelque chose qui fut autrefois magnifique. Le fiancé d'Eva. Mon dos s'est redressé. Salut, longue pause. Puis il a dit, j'ai reçu l'enveloppe. Une autre pause. Je veux juste savoir combien de tout ça est vrai. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Il savait déjà. Tout, ai-je fini par dire. Chaque capture d'écran, chaque reçu, chaque silence. Tout est à toi. Il a expiré, comme si l'air revenait enfin dans ses poumons. On peut se voir ? Nous nous sommes retrouvés dans un café calme plus tard dans la journée. Lucas ne portait ni sa montre habituelle ni sa veste de créateur, juste un sweat à capuche, un jean délavé, et l'air d'un homme qui venait de quitter une maison en flammes. Il ne perdit pas de temps. Elle m'a dit que tu étais mentalement instable, a-t-il dit. Que tu avais un côté sombre, que tu étais imprévisible, que tu avais coupé les ponts avec la famille à cause d'un traumatisme flou, et que tu étais jaloux de sa vie. Je n'ai pas bronché. J'avais entendu pire. Elle m'a dit de ne pas te contacter, a-t-il ajouté. Que ça rouvrirait de vieilles blessures. Il m'a regardé. Cette enveloppe ne ressemblait pas à de vieilles blessures. Ça ressemblait à un grand ménage. J'ai fait glisser un dossier de l'autre côté de la table. À l'intérieur, il y avait tout ce qu'il n'avait pas encore vu, des fils de mai où j'avais couvert des acomptes sous des pseudonymes, une note du fleuriste, solde réglé par CH, le client demande discrétion, la facture du planificateur libellé, donateur anonyme, et en dernière page, le message d'urgence d'Eva du mois d'août, hey, peux-tu me virer 4000 $? J'ai merdé, j'expliquerai plus tard, mais ne le dis pas à Lucas, s'il te plaît, je suis sérieuse.
Il a lu chaque mot, chaque ligne, en silence. Puis il a refermé le dossier lentement, les doigts tremblant légèrement. Elle a dit que tu avais refusé de venir au dîner de fiançailles parce que tu ne supportais pas de la voir heureuse. J'ai laissé échapper un petit rire sec. Elle m'a donné la mauvaise date. Je suis arrivé une semaine à l'avance, j'ai attendu 45 minutes au restaurant avant que l'hôtesse me dise que la réservation était pour vendredi prochain. Sa mâchoire s'est contractée. Elle m'a manipulé pendant des années, ai-je ajouté. Mais c'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste de la négligence, c'était du contrôle. Elle fabriquait une réalité dans laquelle je n'existais pas. Et toi, tu étais son dernier accessoire. Lucas s'est appuyé en arrière. Elle m'a dit que sa famille était très soudée, que tu étais distant parce que tu avais toujours été égoïste. J'ai tapoté le dossier. Assez égoïste pour payer la moitié de son mariage en secret. Assez égoïste pour couvrir ses dettes financières et garder le silence pendant 5 ans. Il n'a rien répondu, mais il a fait mieux. Ce soir-là, Lucas a envoyé un email groupé à tous les invités du mariage, plus de 180 personnes, amis, famille, prestataires, même quelques contacts professionnels de sa firme. Objet, mariage annulé. Corps du message, une explication concise, brutale. Ce mariage n'aura pas lieu. Les raisons sont personnelles, mais elles sont enracinées dans la tromperie financière, émotionnelle et familiale. Je ne construirai pas ma vie sur un mensonge. Veuillez adresser toute question à la famille d'Eva, qui saura mieux expliquer que moi. En pièce jointe, le dossier. Reçu. Capture d'écran. Tout. Et soudain, le chat familial a explosé. En quelques heures, j'ai reçu des messages de membres de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Mec, je savais pas Caleb, je suis désolé. C'était vraiment dégueulasse. Ils nous ont vraiment dit que tu étais parti et que tu ne voulais plus de contact. Je n'ai pas répondu à la plupart. Pas par rancune, juste par fatigue. Puis sont arrivés les appels, de maman, d'Eva, même de ma tante. Mais je n'ai pas décroché. Pas encore. Jusqu'à ce que mon téléphone s'allume à nouveau. Maman. J'ai laissé passer l'appel. Mais une deuxième fois. Une troisième. Puis est arrivé le message, tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. Tu nous as détruits. Tu es content maintenant? Je suis resté à fixer l'écran puis j'ai tapé, non. Je ne suis pas heureux, je suis juste libre. Elle a répondu presque immédiatement, nous avons dit ce qu'il fallait dire aux fiancés d'Eva. Nous essayons de protéger la famille. Alors j'ai renvoyé une dernière chose, vous m'avez effacé pour l'image, je vous ai exposé pour la réalité. C'est là que papa est arrivé. Je l'ai vu sur la caméra de sécurité de mon immeuble, dehors, faisant les 100 pas, furieux, martelant l'interphone. J'ai décroché. Caleb, laisse-moi entrer, a-t-il aboyé. Il faut qu'on parle. Non, ai-je dit calmement. Ta mère est en larmes, Eva ne mange plus, elle est humiliée. Je ne l'ai pas humiliée, ai-je répondu. Elle s'est humiliée toute seule. Toi, tu l'as juste aidée à garder le secret. Tu as toujours été vindicatif. Non, les jeux coupés. J'ai toujours été silencieux. Vous ne vous attendiez juste pas à ce que j'arrête. Il a frappé contre la vitre. Tu ne fais plus partie de cette famille. Et j'ai souri, même s'il ne pouvait pas le voir. Enfin, ai-je murmuré, un peu de vérité. Il est parti. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi toute la nuit. Ils ont essayé de faire comme si de rien n'était. Mais je n'en avais pas fini. Après que Lucas a envoyé cet email, leur monde ne s'est pas seulement fissuré, il s'est effondré. Le mariage a été annulé. Les acomptes pour le lieu de réception étaient non remboursables. Le fleuriste les a exposés sur Instagram pour chèque sans provision. Le traiteur a menacé d'un recours au tribunal des petites créances. L'équipe des demoiselles d'honneur d'Eva l'a ghosté si vite que ça a laissé une traînée numérique de groupes de discussion exploser. Mais ce n'était que la surface. Parce que Lucas, il n'a pas juste rompu, il a tout fait exploser. Il s'avère qu'il n'était pas seulement un gars de la finance avec une belle mâchoire. Il était bien connecté. Sa famille gérait une entreprise d'investissement de taille moyenne, avec des participations dans la moitié des prestataires du mariage. Lorsqu'il s'est retiré, d'autres ont suivi. En moins de 72 heures, le nom d'Eva est devenu de la kryptonite pour l'industrie du mariage.
Et les appels ont commencé. Maman, il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Papa, tu as fait ton point, maintenant viens arranger ça. Arranger quoi? Leur monde parfait fictif? Leur théâtre narcissique? Non merci. Ils ont essayé de se réorienter, ont dit aux proches que c'était un malentendu, que Lucas avait surréagi, que j'avais déformé les choses. Mais il était trop tard. Les preuves parlaient plus fort que leur manipulation n'aurait jamais pu. Puis est venue la vraie dégringolade. Souviens-toi de ce compte familial commun qu'ils utilisaient pour le mariage? Je n'étais pas juste un donateur anonyme. J'en étais l'administrateur. J'ai gelé l'accès dès que maman a envoyé, nous lui avons dit que tu n'existais pas, mais cette fois, j'ai tout vidé elle également. Chaque dollar que j'avais mis, je l'ai retiré. Tout le reste a été bloqué en litige financier. Eva a essayé de dire que c'était du vol. Mais la banque avait les preuves. Son nom ne figurait même pas sur le compte principal. L'effondrement fut biblique. Ils ont perdu plus de 18 000 $. Impossible de payer le décorateur. Ils ont dû rembourser les invités qui avaient payé pour un voyage de mariage à l'étranger. Et pourtant, ils m'ont blâmé. Maman a envoyé « Tu es cruel ». Eva a le cœur brisé. J'ai répondu « Les cœurs brisés s'excusent ». Elle a envoyé une lettre de mise en demeure. Oui, Eva a essayé de me poursuivre pour diffamation. Son fiancé l'avait quittée, ses prestataires l'avaient mise sur liste noire, mais apparemment, j'étais le méchant pour avoir dit la vérité. La lettre était risible. Mon avocat, un ami de fac qui me devait un service, l'a lu, a ri et a répondu directement, qu'ils y viennent, on est prêt. Elle ne l'a pas fait. Mais tu sais qui m'a contacté? La mère de Lucas. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite sur du vrai papier à lettres pour me remercier. Elle a dit qu'elle avait toujours senti que quelque chose clochait, mais qu'elle ne connaissait pas l'ampleur des mensonges avant de lire mon dossier. Elle a dit que je leur avais épargné des années de désastre. Elle m'a aussi envoyé un chèque pas symbolique. Un vrai chèque de 10 000 $. Un geste de respect, a-t-elle écrit. Pas de la pitié, ni de la charité. Juste une reconnaissance, tu ne devais rien à personne, et tu as quand même donné. Je ne l'ai pas encaissé, mais je l'ai encadré. Quant à ma famille, tout s'est effondré très vite. Papa a perdu un contrat avec un associé de Lucas. Apparemment, une mauvaise réputation n'est pas bonne pour les affaires. Son cercle d'amis de confiance a commencé à s'éloigner. Maman a tenté de redorer son image dans la communauté, mais c'est difficile quand la moitié de ton club de bridge a vu les captures d'écran où tu mens à ton fils pendant 5 ans. Et Eva, oh Eva, elle s'est effondrée. Elle a publié une annonce de rupture sur les réseaux sociaux avec tout le blabla habituel, parfois, les gens s'éloignent, ce n'était juste pas le bon moment, envoyons de l'amour à tout le monde. Les commentaires étaient brutaux. Quelqu'un a écrit, SIS, il t'a quitté parce que ta famille a menti sur l'existence d'un frère. Un autre a posté, et le gâteau alors? Et puis il y a eu le thread Reddit. Oui. Quelqu'un a fait fuiter l'histoire sur un subreddit de relations. Ça a explosé, plus de 20 000 upvotes. Les gens ont dit que c'était la vengeance fraternelle ultime. Un commentaire disait, voilà ce qui se passe quand le bouc émissaire de la famille arrête d'être gentil. Mais voici la meilleure partie, un mois après l'explosion, on a frappé à ma porte. C'était Eva. Pas maquillée, les yeux gonflés, les épaules affaissées, tenant un Tupperware. Maman a fait du gâteau, a-t-elle dit. J'ai levé un sourcil et elle a ajouté, on te doit quelque chose. Je me suis dit qu'on pourrait parler. Je n'ai rien dit. Elle a ajouté, j'ai merdé. Toujours en silence. Je les ai crus à ton sujet, surtout. Je pensais que tu étais juste en colère sans raison. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je les ai laissés t'effacer et tu as quand même payé mon mariage. J'ai regardé le Tupperware. Gâteau aux carottes. Mon préféré? Pas du tout. Je ne veux pas du gâteau, ai-je dit. Je veux des excuses. Et je veux qu'elles soient sincères. Elle a hoché la tête, tremblante. Je suis désolé. J'ai cru ce qu'elle disait. Mais je ne l'ai pas laissé entrer. Reviens quand tu sauras construire une relation qui ne repose pas sur le fait de me cacher. Puis j'ai refermé la porte doucement. Pas comme elle l'avait fait avec moi. Plus tard dans la nuit, j'ai jeté le gâteau à la poubelle et je me suis servi un verre. Pas pour célébrer,
mais pour souffler. Car pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en colère, je n'étais pas blessé, je n'étais plus l'invisible, celui qui restait au bord des photos de famille. J'étais libre. Cela fait 7 mois. 7 mois depuis que je me suis tenu sur le perron d'Eva, tenant un gâteau d'anniversaire que j'avais moi-même préparé, et qu'on m'a dit que je m'étais trompé d'adresse. 7 mois depuis que ma propre mère m'a envoyé un message disant que je n'existais pas. 7 mois depuis que j'ai effacé ma culpabilité, de la même manière qu'ils ont tenté de m'effacer. Les gens disent toujours que la vengeance est douce amère. Je ne suis pas d'accord. Elle était nette. Nécessaire. Comme retirer un éclat de verre d'une plaie après l'avoir laissé s'infecter pendant des années. On ne pleure pas la douleur. On est juste soulagé que le poison soit enfin sorti. Ma famille ne parle plus de moi. Du moins, pas en public. Je le sais parce qu'un ami commun de la fac m'a dit avoir croisé mon père lors d'une collecte de fonds. Quelqu'un lui a demandé s'il avait des enfants, et il n'en a mentionné qu'un, ma fille Eva. Elle prend du temps pour guérir. Aucune mention de moi, comme d'habitude. Mais ça me va. Parce que je n'ai plus besoin de leurs mensonges pour soutenir ma vérité. J'ai déménagé. J'ai acheté une petite maison de 2 chambres dans les montagnes. Isolée, calme, paisible. Pas de banderole, pas de brunch en grande pompe, pas de chuchotement à table. Juste moi, mon travail, mon chien, un bâtard sauvé que j'ai appelé Java et un silence que j'ai choisi. Et dans ce silence, j'ai trouvé la clarté. Je ne regrette rien. Ni les dossiers que j'ai envoyés, ni les fonds que j'ai gelés, ni les vérités que j'ai forcées à sortir de leur placard, comme des squelettes aux dents acérées. Si je regrette quelque chose, c'est d'avoir attendu aussi longtemps. Tu vois, j'ai passé des années à essayer de mériter ce qui aurait dû être inconditionnel, l'amour, le respect, la reconnaissance. J'ai continué à venir aux anniversaires, aux enterrements, aux dîners du dimanche, en espérant qu'un jour, ils se souviendraient que je faisais partie d'eux. Mais je ne l'étais pas. J'étais une commodité, un compte en banque, un punching ball, un bouc émissaire pour leur propre honte. Et quand j'ai arrêté de jouer ce rôle, leur monde s'est effondré. Pas parce que je l'ai détruit, mais parce que j'ai cessé de le soutenir. Un matin du mois dernier, j'ai reçu une enveloppe par la poste, sans expéditeur. À l'intérieur, une photo, moi à 9 ans, soufflant des bougies à un anniversaire. Eva à côté de moi, maman derrière le gâteau, papa tenant un caméscope. Tous souriants. Au dos, quelqu'un avait écrit d'une main tremblante, « Ce jour-là, on a perdu quelque chose. Peut-être que c'était toi. Peut-être que c'était nous. Je suis désolé. » Pas de signature. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai brûlé dans la cheminée. Pas par colère, mais parce que ce petit garçon n'existait plus. Celui qui essayait encore de mériter des miettes à une table où les places étaient toujours assignées. Je n'ai plus besoin de place. J'ai construit ma propre table. Et des gens et des vrais s'y assoient maintenant. Des amis qui ne tressaillent pas quand je parle de mon passé. Des collègues qui respectent mon travail sans poser de questions sur mon nom de famille. Un partenaire que j'ai rencontré il y a 6 semaines, qui connaît toute l'histoire et n'a jamais dit, ce n'était peut-être pas si grave. Parce que c'était si grave. Et j'en ai fini avec le fait de minimiser tout ça. Il y a quelques semaines, Eva m'a envoyé un email. Juste une ligne d'objet, est-ce que tu me détestes? Je n'ai pas répondu. Pas parce que je la déteste. Mais parce que la haine exige de l'investissement. Et je n'investis pas dans les fantômes. Je leur ai pardonné. Pas pour eux, mais pour moi. Parce que la colère est lourde. Et je construis quelque chose de trop beau pour porter du poids mort. La semaine dernière, j'ai fêté mon anniversaire pour la première fois depuis des années. J'ai invité des amis. J'ai fait mon propre gâteau. Vanille, bourbon, glaçage au beurre, merci beaucoup. Il y avait des bougies, des rires. Personne n'a demandé, où est ta famille? Parce qu'ils connaissaient la réponse. Ma famille, ce n'est pas celle dans laquelle je suis né. C'est celle que j'ai créée. Et quand j'ai soufflé ces bougies, je n'ai pas souhaité leur amour, ni leur pardon, ni une soudaine révélation. J'ai juste souhaité d'autres journées comme celle-ci. Des journées où j'existe pleinement, bruyamment, sans excuse. Parce que la vérité, c'est que je n'ai jamais été le problème. J'étais juste le miroir. Et ils ne supportaient pas leur propre reflet. Alors ils ont essayé de le briser.
Mais je ne me suis pas brisé. Je me suis aiguisé. Et maintenant, je ne disparais plus. Je me suis entièrement retrouvé.